Next orator. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer mon intervention par saluer la mémoire d'un artiste qui nous a quittés hier. Il s'agit de Monsieur Georgie Joe, qui habite à Vacoa et qui compte plus de 50 ans de carrière dans la musique mauricienne. Cette personne, bon vivant, qui nous a quittés, est très connue sur la scène locale et aussi internationale pour ses tubes « Tel papa, tel piti »,« Me raconte-moi la vie »,« Mais si maman » et j'en passe. On se souviendra de lui, surtout pour ses chansons, mais aussi pour sa joie de vivre. Je présente aujourd'hui mes condoléances à sa famille, à ses amis et à ses fans. Monsieur le Président, je suis d'accord avec l'honorable Fukuyun. Oui, je suis d'accord. Health is wealth. Mais je ne comprends pas, Monsieur le Président. Health is wealth, mais le leader de l'opposition vient dans cette auguste assemblée pour dire sa désapprobation du port du masque. Pourquoi est-ce que nous continuons à porter le masque alors que dans les autres pays, on ne porte plus le masque? Est-ce pour nous empêcher de nous exprimer? Mais Monsieur le Président, ça fait 2 ans et demi que nous nous exprimons en portant le masque ici dans cette auguste assemblée, en toute démocratie, et on ne nous a jamais empêchés de nous exprimer avec ce masque sur le visage. Je ne comprends pas pourquoi maintenant, tout à coup, le masque nous empêche de nous exprimer. Nous oublions le nombre de manifestations qu'il y a eu ces derniers temps, avec toutes sortes de modèles de masques de toutes les couleurs. Mais pourtant, cela n'a empêché personne de s'exprimer. Et d'ailleurs, moi, dans ma circonscription, les gens que je rencontre attendent aussi la levée de certaines restrictions sanitaires, mais en ce qui s'agit du masque, ils sont nombreux à dire qu'en petit restriction, moi, pour continuer à mettre masque, moi, pour me protéger. Bien sûr, chacun son choix, mais comme le dit si bien l'honorable Fukuyun, health is wealth. Ne portons plus le masque. Je ne comprends pas, Monsieur le Président, quand j'entends certaines déclarations venant de l'autre côté de la Chambre. Je voudrais, si vous me le permettez, avant d'entrer dans le vif du sujet, éclaircir certains points. Je parle là d'un commentaire qu'a fait l'honorable Ariane Navarre-Marie, une personne pour qui j'ai énormément de respect, et d'ailleurs, elle le sait très bien. Elle a déclaré, je cite, que lorsque l'honorable Echan Jumen a évoqué l'affaire de torture policière, nous, ici, du côté de la Chambre, nous avons ri. Monsieur le Président, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a à rire quand il est question de torture ou de brutalité, peu importe sous quelle forme est-elle. Il serait peut-être sage pour une personne qui compte autant d'années d'expérience en politique et qui est venue s'asseoir dans cette auguste assemblée pendant tant d'années, de nous demander qui se tipériait comme ça d'eux. J'aurais partagé volontiers le joke avec elle. Et je suis sûre qu'elle en aurait ri aussi. Mais croyez-moi, Monsieur le Président, nous n'étions pas du tout en train de rire par rapport à ce sujet délicat qu'est la torture ou la violence policière. Deuxième chose, concernant l'honorable Ariane Navarre-Marie. Au cours de son intervention, elle a parlé de ses enfants laissés à leur compte, errant les rues, se promenant en bord de mer pendant les heures de classe. Là, je demanderai gentiment à l'honorable Ariane Navarre-Marie s'il y a des preuves. La responsabilité
d'une députée, qu'elle soit dans la majorité ou dans l'opposition, c'est de rapporter ces cas à la ministre de l'Éducation. Si un citoyen lambda peut prendre son téléphone et appeler un député à n'importe quelle heure de la journée quand il y a un problème, je pense que la très honorable Ariane Navarre peut se permettre d'approcher la ministre de l'Éducation. Voilà, j'en ai terminé avec ces 3 points qui me tenaient à cœur parce que nous ne devons pas semer la confusion et véhiculer les mauvaises informations. Parce qu'il y a un public, il y a les téléspectateurs qui nous suivent, qui nous écoutent, et qui souvent croient en ce que nous disons. Alors, Monsieur le Président, I will start by saying these few words that I will translate afterwards about the budget. Depuis mardi dernier, par tous côtés, côté passé, bidze, comme a 10 000 dans la bouche. Nous gouvernement, et n'a les clair maman. Zizban gros clair, qui n'a pas fait trop clair. You know the standing orders. Alors, je voulais apporter ce petit slam d'un ami qui me l'a envoyé juste pour saluer les efforts du gouvernement. Les efforts du gouvernement qui nous a présenté la semaine dernière un budget for the people, with the people. C'est quoi un budget, Monsieur le Président? Je vais commencer par parler d'un budget au sein d'une famille responsable, car c'est très important de parler de responsabilisation. Au sein d'une famille, quand on fait un budget, il y a les parents, donc le papa, la maman, ensemble, ils font un budget. Et dans ce budget, il y a les dépenses mensuelles, il y a aussi les projets et il y a également les dépenses imprévues. Eh bien, au sein d'une famille, tous les mois, quand nous faisons un budget, le contexte change. Le contexte est souvent différent. Et au niveau d'un gouvernement, quand on parle d'un budget, eh bien, c'est le moment le plus important dans l'année d'un gouvernement. C'est le moment le plus attendu par la population, car ce moment détermine l'avenir de la population, l'avenir du pays. Mais chaque année, à la présentation d'un budget, le contexte est différent. Et en ce moment, nous sommes au courant, nous sommes conscients, nous savons tous que le contexte n'est pas seulement différent, mais le contexte est très difficile. Le gouvernement, le ministre des Finances et le Premier ministre ont dû nous présenter un budget dans un contexte difficile. Comme dans une famille, comme un père de famille, il a été obligé de faire des concessions, de faire des sacrifices, de privilégier X ou Y projet ou item afin d'avancer vers une île Maurice meilleure. Je vais ouvrir cette petite parenthèse pour partager avec vous, Monsieur le Président, la déclaration du Premier ministre à quelques heures de la présentation du budget, où il parle en tant que Premier ministre, en tant qu'ex-ministre des Finances, qui a eu l'occasion de présenter plusieurs budgets dans le passé, mais ô combien celui-ci était difficile à préparer. Mais ce budget a démontré la détermination du gouvernement, car l'objectif était de donner à chacun une chance égale pour que chacun ait accès à l'éducation, à la santé, à la culture, aux autres, mais dans le respect des lois et de la démocratie. Il y a eu des sacrifices qui ont dû être faits. Mais, comme nous le dit le Premier ministre, nous sommes toujours confrontés à une pandémie, à la guerre en Ukraine, qui a aggravé la situation, et à d'autres facteurs, comme le changement climatique.
Monsieur le Président, je vais peut-être le rappeler à plusieurs reprises au cours de mon élocution. Ce budget a été présenté dans un contexte très difficile. Mais le Premier ministre et le ministre des Finances ont choisi de mettre l'humain en avant. En même temps, le ministre des Finances a voulu également préparer le peuple à ce qui pourrait bien nous arriver dans les mois ou peut-être dans les années à venir. Car n'oublions pas ces facteurs qui viennent de l'étranger. Le gouvernement n'est pas responsable des conflits entre la Russie et l'Ukraine. Le gouvernement n'est pas responsable de la pandémie, de la crise sanitaire. Je sais, on l'a entendu d'ailleurs, du côté de l'opposition, permettre toujours les deux conflits entre la Russie et l'Ukraine. Arrête mettre tout le Covid. Pourtant, Monsieur le Président, certains membres de l'opposition ont déjà connu une situation plus ou moins similaire. Souvenez-vous, c'était en octobre 2001, une année après l'écrasante victoire 54-6 de l'alliance MSM-MMM aux élections générales du 11 septembre. L'honorable leader du MMM, le très respecté Paul Béranger, alors vice-premier ministre et ministre des Finances, était interrogé à l'Assemblée nationale par Navin Ramgoolam sur le nombre de projets approuvés depuis l'avènement du nouveau régime, et l'argentier avait dit ceci, je cite, « Nous vivons dans un monde réel. Le budget a été présenté le 11 juin dernier. Notre objectif est de remettre le pays sur les rails. Mais entre-temps, il y a eu les événements terroristes du 11 septembre, soit exactement 3 mois après la présentation du budget. Tout le monde est conscient des retombées du 11 septembre aux États-Unis. Toute personne sensée serait consciente qu'avant même ces attaques terroristes, les économies se trouvaient en difficulté. Singapour était déjà en récession. » Fin de citation. Alors, c'est pour dire qu'un budget est fait dans des contextes différents et des fois dans des contextes uniques. Nous entendons souvent dans les discours de l'autre côté de la Chambre, et surtout je l'ai entendu encore une fois la dernière fois, répéter que le gouvernement nous donne de mauvaises informations, de mauvaises indications, comme par exemple sur le nombre de décès liés à la Covid-19. Alors, il y a eu plus de 1000 décès, selon le leader de l'opposition. Monsieur le Président, si cela s'avère, ne croyez-vous pas qu'ils en sont un peu responsables? Qui était venu ici nous faire peur avec un simple consent form? Ne croyez-vous pas que parmi ces pauvres victimes, d'ailleurs, nous avons une pensée spéciale aujourd'hui pour ceux qui malheureusement nous ont quittés, victimes de la Covid-19, ne croyez-vous pas que parmi ces victimes, il y en aurait certains qui auraient eu peur de se faire vacciner à cause de ce consent form? Peut-être ou peut-être pas, mais la question se pose aujourd'hui. Alors, pour revenir à ce contexte, Monsieur le Président, je vais aller vite, c'est juste pour vous dire que le ministre des Finances, tout en nous présentant ce budget, a voulu aussi nous mettre en garde de ce qui pourrait arriver dans les mois ou dans les jours à venir. Savez-vous, Monsieur le Président, que les pièces de rechange de voitures d'origine européenne nous proviennent de l'Ukraine? Qu'est-ce qui va se passer dans quelque temps, Monsieur le Président? Nous n'allons plus recevoir les pièces de rechange des voitures d'origine européenne. Alors, ces voitures, nous, les propriétaires à Maurice, ceux qui sont propriétaires d'une voiture, un véhicule d'origine européenne, ne recevront plus les pièces de rechange. Et cela va aussi impacter sur les pays asiatiques, notamment le Japon. Nous n'allons plus recevoir les pièces de rechange. Et je crois avoir entendu que nous avons déjà commencé à ne plus recevoir de voitures neuves à Maurice. Mais tout cela à cause de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est la même chose
pour le céréal. Nous savons très bien que l'Ukraine est un pays qui fournit 2/3 de la planète en céréales. Qu'est-ce qui va se passer dans quelque temps? Il y aura une pénurie. Bien sûr, les prix vont augmenter. Nous allons peut-être attendre des mois et des mois avant de pouvoir avoir ces pièces de rechange ou ces produits, ces aliments de base qui, avant ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, beaucoup de personnes ignoraient que nous avions autant de produits qui venaient de cette partie du monde. Pour moi, Monsieur le Président, je pense que le ministre des Finances a bien fait son homework. Ce n'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas le Père Noël qui passe, où chacun a envoyé sa liste de cadeaux et où lui, le pauvre Père Noël, va devoir faire plaisir à tout le monde. Et cela, je ne suis pas la seule à le dire. Par exemple, j'ai lu dans le Business Magazine, je cite, « Les crises qui traversent notre économie, aussi implacables soient-elles, sont la preuve que notre petit État insulaire n'est pas si invulnérable que cela. » Un peu plus loin, c'est un budget qui est clairement placé sous le signe de l'inclusion. Loin d'être qu'un simple mantra, l'inclusion est pour le ministre des Finances une force qui va mener une prospérité durable et un visage humain. D'ailleurs, dans le discours budgétaire, il insiste avec force que ce budget a été rédigé « with the people, for the people ». Et j'ai également lu dans la presse les réactions dans les services financiers, un autre article de Mauritius Finance. Alors Mauritius Finance, c'est l'ensemble des services financiers de Maurice et qui représente un peu ces opérateurs de l'industrie des services financiers. Et leur travail se fait au moyen de communication très modernes. Le Mauritius Finance qui joue également le rôle de garde-fou et leurs avis sont très importants. Que dit le Mauritius Finance sur le budget? Alors, je cite, il dit « Vous êtes, c'est très bien, mais pas mettre goal brit-brit dans n'importe qui secteur, et surtout dans les secteurs où vous avez réussi, mais où vous avez un handicap, mais aussi miser sur les secteurs où vous avez réussi. » Et il attire aussi l'attention des autorités sur le fait que le pays puisse compter sur ses atouts et ne pas mettre toute son énergie dans des secteurs où nous avons des handicaps. Et moi, je partage le souhait de Mauritius Finance et je suis sûre que le ministre des Finances aussi partage cela et d'accord avec Mauritius Finance. Pourquoi? Je vais vous dire, si on prend l'exemple du secteur de la pêche, nous sommes un État insulaire, donc nous sommes entourés d'eau. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, eh bien, 2/3 de notre consommation en produits de la mer est importée. Ce n'est pas normal. Il est grand temps d'exploiter ce secteur. De ce fait, je félicite le ministre des Finances qui propose un montant de 10 millions de roupies pour une écloserie supplémentaire à Albion, et puis aussi pour la production d'alevin. Et à cela s'ajoute une somme de 35 millions de roupies pour une évaluation des stocks sur le banc de Saya de Maya, pour identifier les espèces de poissons pour la consommation locale. Et puis, bien sûr, nous avons vu aussi l'effort que fait le ministre des Finances pour agir en faveur de la sécurité alimentaire, qui est certes cruciale et qui aujourd'hui n'est plus une option, Monsieur le Président, mais c'est devenu pour nous une nécessité. Pour ce faire, une subvention pour l'acquisition de navires de pêche, également une aide conséquente à ceux qui sont dans l'agro-industrie. Monsieur le Président, l'opposition a reconnu que les mesures prises par le gouvernement sont de bonnes mesures, sont des mesures sages et responsables. Aucun ministre des Finances ne pourra pas faire mieux que ça. Alors, là, je ne suis pas en train de flatter le ministre des Finances et encore moins le Premier ministre dans le but d'avoir un ticket aux prochaines élections générales. Non. Mais les faits sont là. D'ailleurs, nous avons entendu tout à l'heure l'honorable Fazila Djiwadoriaou étaler tous ces facts, comme elle a dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pour moi,
Ce budget est pour le peuple, avec le peuple, et nous allons marcher main dans la main avec ce peuple pour y arriver ensemble. Monsieur le Président, nous devons faire attention aussi, attention aux mauvaises analyses qui peuvent nous induire en erreur. Et là, je parle de ces analyses venant des membres de l'opposition et certains extra-parlementaires que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux. Quand on veut faire croire à la population, Monsieur le Président, comment il dit cela déjà? Le gouvernement peut être la fumée dans nous lisiers, ou le gouvernement peut prendre une culture, peut donner nous une cuillère. Alors, prendre les revenus estimés sur les taxes de 2022-2023 et déduire celles de l'année dernière pour obtenir la somme de 21 855 millions de roupies, oui, le compte est bon. Et en divisant cette somme par 850 000 travailleurs et pensionnaires, selon ces analyses faites par l'opposition, on arrive à un montant de 25 700 roupies que chaque travailleur et pensionnaire paye par an. OK ? Et qui revient bien sûr à 2 140 roupies que chaque travailleur et pensionnaire aurait dû gagner et non ce fameux et malheureux 1 000 roupies. L'opposition arrive donc à la conclusion que le gouvernement paie qu'aucun les paie par 1 140 roupies. Monsieur le Président, cela frôle vraiment l'absurdité et il est très loin de la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Dans ces 21 855 milliards de revenus, il y a un peu plus de 2 milliards de roupies que le gouvernement récupère de la taxe individuelle. 4 milliards de l'income tax and bodies corporate, près de 3 milliards sur les taxes on financial and capital, près de 3 milliards sur les taxes, donc financial and capital transactions, 1,77 milliard sur les taxes in specific services and gambling. Vous pas regarder, vous pas connaître. Je me pose donc la question, Monsieur le Président, est-ce que tous ces items taxables que je viens de vous mentionner concernent tous les 85 000 travailleurs et pensionnaires? Donc, conclusion, c'est l'opposition qui peut être la fumée dans les yeux les peuples, vous autres. Et plus grave, Monsieur le Président, ils disent que c'est de l'arnaque, une offense punissable par la loi. En réalité, plus de 50% des revenus proviennent des citoyens qui touchent plus de 50 000 roupies mensuellement. Et parmi, bien sûr, nous, les membres de l'opposition également. C'est peut-être pour ça que l'on rouspète de l'autre côté de la Chambre. On ne peut pas enseigner les mathématiques si on ne donne pas les bonnes informations. Calcul n'a pas pour bon, nous pouvons faire. En tout cas, Monsieur le Président, ce budget montre clairement que le gouvernement a la volonté politique de réduire l'écart entre les plus riches et les plus démunis. Et maintenant, Monsieur le Président, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la section art et culture. Monsieur le Président, le monde de l'art et de la culture a été fortement secoué par l'épidémie de Covid-19. Le confinement a entraîné la fermeture de tous les lieux culturels, salles de spectacle, cinéma, musées, galeries, mais aussi l'annulation de foires et autres événements. Un coup dur pour l'ensemble du secteur. Pourtant, la soif d'art ne s'est pas tarie pendant cette période et a bien souvent été assouvie en ligne sur les réseaux sociaux. Comme l'a dit le ministre des Finances dans son discours, depuis 2 ans, l'industrie de l'art et de la culture est pratiquement à l'arrêt. Avec la pandémie de Covid-19, le secteur artistique a subi un ébranlement profond dont les effets, nous le connaissons. Quand on parle de ce secteur, Monsieur le Président, de quoi parle-t-on exactement? On parle de théâtre, de littérature, d'art plastique, d'animation, de cinéma, mais aussi des musiciens, des paroliers, des poètes, arrangeurs, stylistes, sculpteurs, chanteurs, danseurs, chorégraphes
Et la liste est longue, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, je voudrais saluer cette communauté des artistes qui, malgré les défis, les circonstances, restent les gardiens de notre identité culturelle, ceux par qui se reconnaît une communauté humaine, un peuple, que ce soit du point de vue social, politique, régional, national, ethnique, en termes de valeurs, de pensée et d'engagement, de langue et de lieu de vie, de pratiques, de traditions et de croyances. La culture, Monsieur le Président, est porteuse de sens d'identité, de dialogue interculturel et de cohésion sociale. La culture, Monsieur le Président, participe également au développement des autres domaines de la vie, de notre société, et favorise la créativité et l'innovation. Quel est le rôle de l'artiste? L'artiste, Monsieur le Président, est un être rempli de sensibilité et qui a une façon de dire les choses ou de faire les choses que des fois, les autres ne comprennent pas, ou alors que les autres ne peuvent faire ni dire. L'artiste, c'est quelqu'un qui a toujours besoin de s'exprimer, que ce soit par sa voix, que ce soit par sa musique, sa peinture, ses écrits, les images, ou un mélange de tout ça. Monsieur le Président, aujourd'hui, on parle de l'industrie de l'art, parce que c'est un secteur qui contribue à l'économie d'un pays. Dans certains grands États, il a été prouvé que ce secteur apporte une contribution majeure à l'économie. Mais cette industrie a malheureusement cessé toute activité quand le monde a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Par exemple, en 2013, les industries culturelles et créatives du monde entier ont généré plus de 2 milliards de dollars de revenus et employé 29 millions de personnes. Le marché des biens créatifs était estimé à 508 milliards de dollars en 2015 et la même année, les économies en développement ont exporté plus de 250 milliards de dollars de produits créatifs, dont notamment des articles de design et de mode et des productions audiovisuelles. Dans l'Afrique du Sud, à 2 pas d'ici, avant le coronavirus, les arts et la culture fournissaient du travail à environ 7% de la population active du pays, dont 43% d'emplois informels et encore plus de travailleurs indépendants ou temporaires. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la situation est difficile pour les artistes et même ceux qui ont émergé à la réouverture des frontières par leur courage, leur persévérance, leur popularité, ont du mal à sortir la tête hors de l'eau. Monsieur le Président, l'art est un don du ciel. L'art, ce don que Dieu a confié à quelqu'un, doit être pris pour une bénédiction et non une malédiction. L'art devrait être utilisé pour faire du bien et non du mal. À partir du moment que nous utilisons notre art à mauvais escient, cela change toute la donne. Je sais, Monsieur le Président, que même ceux qui œuvrent pour l'art aujourd'hui trouvent la situation difficile. Nos artistes traversent un moment difficile. Mais je ne comprends pas, Monsieur le Président, pourquoi cet acharnement. Oui, cet acharnement délibéré. Monsieur le Président, je voudrais rappeler et préciser que je suis redevable envers le Premier ministre pour représenter les mandants de la circonscription numéro 14. Je suis une députée, comme tous les membres de cette auguste assemblée. J'ai été mandatée pour servir mon pays avec sincérité et intégrité. Servir mon pays, c'est écouter, soutenir, aider tous les citoyens avec empathie. Je dis bien tous les citoyens, ce qui comprend également les artistes, mais pas que les artistes. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, quand j'entends des voix s'élever, qui Madame là pour faire pour nous laisse-t-il en sous conscience? Je rappelle que je suis une députée
Je suis artiste, mais je suis une députée. Et je représente ici la circonscription numéro 14. Pourquoi cet acharnement, Monsieur le Président? Est-ce parce que je suis artiste et que je suis du côté de la majorité et que cela ne plaise pas à tous les artistes, à tout le monde? Certains des artistes, je dis bien certains des artistes, Monsieur le Président, ont dans le passé, avec la bénédiction de leur Premier ministre préféré d'alors, hanté les couloirs du ministère des Arts et de la Culture. D'autres ont occupé des postes importants au sein de certains ministères dans le gouvernement d'alors, partageant les contrats entre petits copains et petites copines. Mais Monsieur le Président, qu'ont-ils fait pour les artistes? Et le statut des artistes, que s'est-il passé à ce moment-là? Et le tarif des droits d'auteur, la reconnaissance des métiers, et j'en passe. Si aujourd'hui, après plus de 30 ans, l'industrie de l'art est au statu quo, c'est parce qu'aucun gouvernement, je dis bien aucun gouvernement, n'a eu la volonté de mettre en place une vraie politique culturelle et une ligne de conduite pour la réglementation du statut des artistes. Et je vous dis autre chose, Monsieur le Président. Je suis convaincue qu'avec le soutien du ministre des Arts et du Patrimoine culturel, avec le soutien du ministre des Finances et notre Premier ministre, c'est ce gouvernement, sous le leadership de l'honorable Pravin Jugnauth, qui va révolutionner l'industrie de l'art à Maurice. Il ne faut pas oublier, Monsieur le Président, que le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a mis en place toutes les mesures possibles pour aider les artistes pendant cette période difficile, pendant la pandémie, pendant le Covid, avec les concerts virtuels, les expositions, certains qui sont en voie de diffusion. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, je voudrais, moi, dire que je crois en mon Premier ministre et que celui-ci n'a absolument aucun mépris pour les artistes. Et j'en suis la preuve, puisque je suis là. Il m'a fait confiance et je suis là aujourd'hui, dans ce Parlement. Monsieur le Président, la crise sanitaire a généré de réels changements dans le comportement de l'humain. Nous voulons tous travailler vers une société plus juste, plus égalitaire et plus fraternelle. À travers ce budget, nous choisissons d'être attentifs à cette nécessité de replacer l'homme au centre des politiques publiques. Se remettre en question est une chose noble, Monsieur le Président. En mettant l'humain au centre de ce budget, c'est en même temps tendre vers plus de justice et plus d'égalité. Et c'est aussi s'assurer d'une paix sociale durable. C'est le souhait de tous les membres de cette Chambre, de ce côté de la Chambre. Je vais terminer mon intervention ici, Monsieur le Président, en vous demandant de transmettre mes félicitations au ministre des Finances pour ce titre honorifique de ministre africain des Finances de l'année 2022 et aussi de lui transmettre mes remerciements pour ce budget qui a été fait for the people, with the people. Permettez-moi de remercier également le Premier ministre et tous ceux qui ont travaillé jour et nuit dans l'élaboration de ce budget. Merci d'avoir su créer cette fusion positive entre le gouvernement et le peuple. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité de tirer le meilleur de ce budget, de nous responsabiliser et d'œuvrer main dans la main. Ensemble, nous y arriverons. Ensemble, oui, ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. David.